Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Je le dis souvent, créer du contenu, c'est un super moyen de démontrer son expertise à son audience. Et donc, à mi-chemin entre le building public et le thought leadership, documenter ses apprentissages en interne, les expériences qu'on peut mener au sein de son entreprise, quel que soit le sujet, que ce soit marketing, commercial, RH, ça peut être un super moyen de créer un contenu intéressant pour son audience, tout en partageant des pratiques innovantes. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Jean-Baptiste Debelair, qui est CEO de Steeple. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, ce que fait Steeple pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ok, c'est parti. Donc moi je m'appelle Jean-Baptiste Debelair. Je suis président fondateur de Steeple. Donc j'ai créé l'entreprise, on a créé en 2015 et puis après on a commencé à commercialiser vraiment en 2017. Et puis depuis 2017, on accompagne plus de 1100 entreprises dans l'amélioration de leur communication interne et notamment des entreprises qui ont un peu un trait particulier, c'est qu'elles possèdent des collaborateurs qui sont non connectés. Ce qui n'est pas pratique effectivement pour communiquer parce qu'on parle beaucoup d'intranet et de réseaux sociaux d'entreprise, mais ces collaborateurs-là n'ont pas accès à l'information et donc ils continuent à utiliser plutôt des tableaux d'affichage et des journaux internes papier. Et donc nous, on a trouvé la solution pour toutes ces entreprises puisqu'on a créé une solution qu'on a appelée Phygital, tout simplement parce que c'est un mélange entre du physique, parce qu'il y a des grands écrans tactiles dans la salle de pause, et puis la partie digitale, plus communément voilà, avec des applications Android, iOS et des navigateurs web. Et donc, c'est 250 000 collaborateurs qui, tous les jours, vont découvrir l'information de leur entreprise, de l'actualité, un petit peu tout ce qui se passe dans l'entreprise grâce à notre solution. Ok, super intéressant. Et c'est ta première entreprise, du coup ? Oui, c'était même mon projet de fin d'études. Donc, tu vois, c'est particulier. J'étais dans un master entrepreneurial. Okay. Et puis, il fallait imaginer un projet, et puis là il y avait des copains qui disaient on est au courant de rien dans l'école, et donc on s'est dit tiens, on va faire une plateforme pour passer de l'information dans l'école. Et puis après il a fallu manger, donc donc on a dit on va pas aller voir les étudiants, on va aller voir plutôt les entreprises, et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'énormes problématiques en communication interne dans les entreprises. Ok, énorme. Et donc du coup tu as développé ton entreprise là, sur la base de ton projet étudiant, et c'est un projet qui continue toujours, quoi. Exactement. Donc j'ai presque jamais travaillé. Ouais, on va dire ça. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire, mais écoute, en tout cas pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est cool de voir qu'en tout cas effectivement ça peut réussir entre guillemets du premier coup, et je te souhaite que ça continue comme ça. Mais du coup, alors tu le disais, on en parlait, vous vendez un logiciel de com interne. Vous êtes donc très axé dans vos communications sur les sujets RH. À ce titre, on en parlait quand on préparait l'épisode, vous expérimentez vous-même différentes pratiques innovantes au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux en parler rapidement, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Mais en fait, au moment où je crée Steeple, moi, je me fais une promesse aussi, c'est de jamais être le cordonnier le plus mal chaussé. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, et même maintenant que je rencontre de plus en plus de dirigeants, c'est très commun. C'est-à-dire, tu as une agence de communication, et ils disent oui, bon, nous, on se concentre pas trop sur notre com. Et tu le retrouves. Et donc moi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible d'un point de vue alignement, marketing, de ne pas
expérimenter et faire en interne ce qu'on promeut finalement en externe. Et donc, on a commencé à aussi bien sur la communication interne que sur l'expérience du collaborateur d'un point de vue général, à expérimenter des choses, à tester. Donc, nous, si tu veux, est-ce que tu veux que je rentre un petit peu plus dans les détails? Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc, tu vois, d'un point de vue communication interne, on a créé beaucoup de rituels. Donc, par exemple, tu as les mardis les clients. Les mardis les clients, s'est rendu compte que, pareil, d'un point de vue relation client, on avait beaucoup de retours et c'était toujours les mêmes personnes qui recevaient les retours, mais que ça n'arrivait pas à influer sur toute l'entreprise. Donc, tous les mardis, on va récupérer les verbatims de tous les clients et on va les republier au sein de toute l'entreprise. Donc, ça, très important. Les mercredis RH, on va avoir aussi de l'information sur les entrées, mais aussi sur les sorties. On s'est rendu compte que dans beaucoup d'entreprises, au final, on ne savait pas qui avait quitté l'entreprise. Donc, cette communication, elle est très importante à être communiquée. Les jeudis SI, puis les vendredis Friday Wins, c'est toutes les victoires de la semaine qu'on va mettre dans une publication et on va cultiver un petit peu la célébration de la victoire. Donc, tu vois, on crée des rituels comme ça. On va créer aussi beaucoup d'événements. Des événements. On a les deuxièmes jeudis du mois, ce qu'on appelle les jeudis tout. Les jeudis tout, c'est un événement un peu une mensuelle. Et au sein de cette mensuelle, on va avoir aussi tout ce qui est l'audace du mois. Pareil, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui disaient nous on essaye de promouvoir l'innovation mais on ne sait pas comment faire. Et nous on a tout simplement décerné un prix tous les mois. On décerne un prix à l'innovation la plus innovante qui a lieu. Et le mois d'après, la personne doit revenir pour dire est-ce que ça a été une victoire ou un échec. Et quoi qu'il arrive, elle est applaudie. Donc tu vois, c'est dans cette manière de tester des choses. Et même dans l'organisation, on parle d'expérience collaborateur, on parle aussi souvent à nos clients de faire en sorte que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs. Mais les clients ne savent pas tellement comment faire, donc nous, on a expérimenté quelque chose qui s'appelle les clubs. Les clubs, c'est un peu sur un modèle un peu associatif qu'on peut retrouver dans la vie étudiante. Eh bien, on a donc en plus du CSE évidemment qui est obligatoire, mais on a un club gastronomie, un club sport et e-sport et un club culture. Et en fait, ce sont des clubs ambassadeurs qui vont nous permettre d'aider à organiser la vie de l'entreprise avec du temps qui est libéré sur le temps de travail pour justement animer la vie de l'entreprise. Parce que notre slogan, c'est la vie au travail. On est persuadé d'une chose, c'est qu'on peut avoir du travail, mais aussi de la vie au travail. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on promeut. Donc, on met en place des choses. On a aussi au niveau de la culture, on a créé ce qu'on appelle un culture book, qui est un peu connu dans le milieu des startups, mais on a été vraiment très loin puisque c'est un ouvrage qui est reçu par les collaborateurs avant leur arrivée chez Steeple, donc pour qu'ils puissent se préparer. Et donc, on essaye d'innover un peu sur les formats. Et le dernier format très innovant qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le Steeple Inside. Et donc, ça répond aussi à la problématique de cette volonté de transparence vis-à-vis du candidat. Et donc, on a fait un long métrage d'1 heure qui retrace 12 mois de la vie de l'entreprise avec une caméra qui était à l'intérieur de l'entreprise et on en a fait un documentaire. Donc, tu vois, il y a plein d'innovations, que ce soit dans des rituels, dans des événements, dans des contenus. Et ça, c'est assez intéressant. Carrément, effectivement, tu le dis déjà, effectivement, dans les contenus et dans les pratiques que vous mettez en place, c'est innovant. Et puis en plus, par rapport à ce que je disais en introduction, l'un des objectifs d'une stratégie d'inbound de contenu, c'est justement de démontrer aussi son expertise en créant du contenu sur des sujets qui intéressent ta cible. Mais là, ce qui est vachement puissant avec ton approche, en fait, c'est que justement, en créant du contenu autour de ces expérimentations-là, tu le dis, tu as ce documentaire, tu as ce culture book, donc ça, tu es capable aussi d'expliquer comment tu les as créés, qu'est-ce que ça donne, de créer tout du contenu justement autour de ces pratiques RH. Et c'est une super matière au final pour ta stratégie d'inbound parce que c'est justement ce que tes clients ils vont aller chercher en plus. Et pardon, vas-y, t'allais rebondir. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur l'inbound, déjà, un bon inbound, c'est un contenu qui va servir tes clients. Parce que ça, si jamais ton contenu inbound ne sert pas tes clients, c'est-à-dire que globalement, tu travailles mal ton persona. Donc, ton expertise, elle doit être démontrée à ce niveau-là. Et ensuite, tu as aussi tout ce qui est le marketing relationnel pour faire en sorte que tes CSM, et nous on les appelle les coachs, montent en compétence sur l'expertise et soient capables d'accompagner les clients sur ensuite la phase de l'inbound, une fois qu'ils soient clients, sur la montée en ambassadorat finalement. Donc transformer ces clients en promoteurs de la marque et tout ça,
ça demande à ce qu'il y ait une compétence des CSM. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, ah bah attends, moi, on a testé des choses en interne, j'en suis finalement spectateur, mais aussi acteur. Je vais t'expliquer. Alors peut-être que ça peut coller pour ton usage, peut-être pas. Et ça permet d'incarner vraiment l'expertise qu'on promeut. Mais carrément, c'est vachement intéressant. Je te rejoins à fond. C'est ce que tu dis quand tu dis qu'effectivement, ton contenu doit servir ton audience. Et tu vois, il y a des boîtes qui le font très bien. C'est cette histoire, tu l'as dit au début, de cordonnier mal chaussé. Au final, produire du contenu, c'est aussi montrer qu'effectivement tu connais le sujet, rassurer. Tu vois, je pense à Lemlist, par exemple, qui a beaucoup publié autour effectivement de leur campagne d'emailing et tout, de templates, de bonnes pratiques par rapport à ça, aussi en documentant comment eux ils les construisaient leur campagne. Et au final, effectivement, tu as une matière qui est super intéressante pour utiliser leur outil. Et donc à la fin, forcément, quand on a besoin, tu vas penser à eux, quoi. Tu as parlé un petit peu du coup de ta vision, ouais, du marketing, en tout cas de l'inbound. Comment est-ce que vous utilisez ces pratiques internes justement pour alimenter cette partie marketing externe cette fois-ci? Effectivement, en fait, déjà dans la création de blog posts, dans Ouais. la création de contenu, nous, ce qu'on adore, c'est quand tu as un outil qui peut être un contenu qui peut être recyclé. Mhm. Finalement, on se rend compte que dans le marketing, tu as beaucoup de silos qui sont faits. Tu en as qui vont s'occuper des prospects, tu en as d'autres qui vont s'occuper des clients, tu en as d'autres qui vont s'occuper de l'interne, tu en as d'autres qui vont s'occuper des partenariats. Mais au final, même si tes personas sont différents, il y a quand même le cœur de tout ce contenu, de cette expertise qui doit être commun. Mhm. Et donc, c'est vraiment dans cette manière de se dire, OK, on peut, sur cette thématique, en faire un cocon sémantique autour de plusieurs articles qu'on va venir compléter par un contenu à forte valeur ajoutée comme un livre blanc qu'on va pouvoir aussi adapter en webinar avec évidemment un client Mhm. potentiellement. Donc, tu amènes ta stratégie inbound avec du concret, avec tes clients qui reçoivent les mêmes conseils que ce que tu donnes en interne. Et même en plus, vraiment dans cette phase qui est souvent moins bien travaillée, qui est une fois que le client devient client, qui est de le monter vraiment sur un rôle d'ambassadeur et de prescripteur, hein, parce que Mhm. c'est quand même beaucoup plus facile d'aller chercher de la recommandation, voire après, donc nous on est en train de construire tout un cycle d'upselling et de cross-selling, eh bien là il va falloir aussi alimenter le client avec du contenu à forte valeur ajoutée marketing pour le faire monter finalement les étapes. Ok. Et t'as des exemples du coup concrètement par rapport à ça? Nous on travaille beaucoup par exemple aussi au niveau des suggestions de publication. C'est-à-dire que notre outil, c'est un contenant au final. Mhm. Et le contenu, eh bien, c'est la manière dont les entreprises vont pouvoir s'en emparer pour faire leur communication. Alors, il y a beaucoup qui ont leur propre communication, mais elles vont s'inspirer de toutes les idées de publication qu'on va leur donner. Donc, on va croiser ces idées de publication. Ça peut être parfois par secteur, donc industrie, agroalimentaire, transport, BTP, mais ça peut être aussi par persona qu'on va retrouver dans les entreprises. Et on va leur fournir des guides de publication. Donc ça va nous permettre, et quand je te dis, tu vois, recyclage, c'est le même outil qu'on va finalement proposer en formation pour former sur l'outil, on va le retrouver également sur notre site en contenu téléchargeable. Mhm. Et on va le retrouver à dispo aussi sur notre produit en accès libre. Et donc ça, c'est important parce que, en fait, comme nous aussi, on est une entreprise autofinancée, eh ben, on ne peut pas se permettre de gaspiller de l'argent à faire 3 ou 4 fois le même contenu. C'est clair. Donc, on est obligé de penser à justement recycler ces produits. Et c'est encore plus facile si on les teste en plus en interne parce que ça te fait un recyclage en plus qui est pour l'interne. Et ça, Ouais. c'est formidable. Non, Et mais tu c'est vois, vrai. tu prenais l'exemple tout à l'heure de l'Emlist ou des gens qui font de la prospection. Bien, ces gens-là, c'est des gens qui vont dire bon, on a testé ce template, il fonctionne bien chez nous, il peut bien fonctionner chez vous. Mhm. Tu vois, et c'est un petit peu dans cette logique-là. Ouais, puis tu l'as très bien dit. Ce contenu-là, il va à la fois intéresser potentiellement des prospects qui pourront être amenés à utiliser ton outil, mais ils vont aussi intéresser tes clients pour qu'ils se servent mieux de ton outil. Et donc, c'est aussi un moyen, du coup, de favoriser l'abonnement. Enfin, en tout cas, si t'es sur cette formule-là ou le réachat, parce que au final, c'est plus facile de conserver un client que d'en trouver un nouveau. Et donc, c'est ta mission, entre guillemets, de t'assurer de son succès avec ton outil, quoi. A contrario, il y a un biais qui est assez important dans ces cas-là, c'est que nous,
nos collaborateurs, et ça je passe mon temps à répéter, nous ne sommes pas notre persona. D'accord, ouais. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire qu'on cible des entreprises où le mot télétravail n'existe presque pas. Alors, il a apparu récemment, où finalement la vie, l'événementiel en entreprise, il est quand même un peu plus éloigné que le nôtre. Donc, ce que je leur dis, c'est que nous, notre entreprise est un idéal. C'est vraiment là où on doit emmener nos clients, mais attention à ne pas vouloir les emmener trop vite. Ils seront peut-être dans 10 ans à ce niveau de service aux collaborateurs. Donc, ça, cet aller-retour, il n'est pas évident à avoir, à se dire, OK, je fais des contenus, mais c'est pas le même persona. Ouais, tu fais bien de le souligner, effectivement, il y a un décalage, il faut pas oublier pourquoi et pour qui tu le crées, effectivement. Ok, Exactement. super, c'est super intéressant. Est-ce que t'as d'autres formats, du coup, peut-être, donc t'as parlé livre blanc, t'as dit webinar, t'as dit article de blog, est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous travaillez en termes de contenu, du coup? On travaille aussi sur de l'événementiel physique. Mhm. Parce que on fait donc l'année dernière on avait fait un tour de France, une tournée de la communication interne. On avait fait 8 dates en 5 jours. Ok. Donc et là c'était assez sport. Et puis donc là cette année on remet ça en octobre. Cette fois on fait plus cool parce qu'ils m'en voulaient d'avoir fait autant de dates, mais on fait on fait 5 dates en 5 jours. Et là c'est pareil, c'est un moyen aussi l'événementiel de mélanger des prospects, des partenaires, des clients, même des collaborateurs qui viennent parce qu'on a des collaborateurs en région. Et de la même manière, on va un petit peu réunir tout le monde et parler d'un thème qui est l'expérience collaborateur. Et ça, c'est un autre format qui est ultra intéressant. Ouais, et puis tu donnes l'occasion aussi, du coup, à tes clients de rencontrer des prospects, et puis ça leur permet de parler en bien de toi, quoi, on va Ah dire. bah ça c'est extraordinaire et c'est vrai qu'on se rend compte que dans le logiciel, l'événementiel physique, j'ai vu que tu avais fait un podcast il n'y a pas longtemps sur Ouais. l'événementiel physique et quand on a les bonnes personnes qui échangent entre elles autour d'une thématique où forcément on peut être dans la discussion, non, c'est exceptionnel. C'est clair. Ouais, bah puis on le dira jamais assez, mais tes clients, c'est tes meilleurs commerciaux, entre Oui, guillemets, quand ils sont satisfaits. Enfin, on croit beaucoup plus le discours qui vient de la bouche d'un client, enfin d'un père, quoi, que d'un commercial ou d'un marketeur, aussi bien intentionné soit-il, quoi. ouais, et effectivement. Et puis il y a aussi d'autres formats. Tu parlais de formats, c'est-à-dire que comme on lance des nouvelles choses aussi en interne, on est innovant, on a lancé le recrutement sans CV. Mhm. euh, et ben en fait, ça permet aussi d'avoir nos collaborateurs qui sont identifiés comme un petit peu influenceurs dans le domaine. Et donc Nicolas, notre chief of staff, eh bien lui aussi, il intervient maintenant dans des podcasts. Et donc il va toucher notre persona qui est le DRH à travers des podcasts RH autour de thématiques qu'on a travaillées chez nous. Donc tu vois, la machine s'alimente et c'est très très positif. Ouais, carrément. Et c'est vrai que ça, tu le dis, tu vois, je relisais un livre que j'avais bien aimé, justement, alors c'est Dave Gerhardt, c'était l'ancien CMO de Drift, qui est une des startups qui a connu la plus forte croissance dans l'histoire des États-Unis. Et justement, il a mis en place, au début, en tout cas, dans cette stratégie marketing, la création de contenu. En tout cas, il appelle ça la founder brand. Donc, il a développé, en fait, l'image, le personal branding du fondateur à travers son expertise, donc LinkedIn, Twitter, podcast. Et justement, c'est ce qu'il disait aussi au début, même sans forcément développer son contenu, de faire hit the road, il disait. Donc, de faire du chemin, en tout cas, entre guillemets, de se faire inviter, justement, de faire un roadshow, tu vois, de se faire inviter sur des podcasts thématiques pour partager ton expertise, parce que c'est aussi un formidable levier pour aller toucher des audiences très précises. Mm. Et moi, et quand tu dis hit the road, moi je l'ai fait également parce que j'ai beaucoup travaillé mon compte LinkedIn, j'ai fait des interventions auprès des journaux, auprès des organisations patronales aussi, Mhm. en témoin, parce que nous on a plusieurs personas, on a le responsable communication ou marketing, on a le DRH, on a le dirigeant, et donc il faut trouver le moyen de le toucher. Et moi sur mon compte LinkedIn aussi, j'ai beaucoup travaillé pour incarner le dirigeant communicant. Ouais. C'est marrant, tu vois, enfin, on a fait beaucoup le parallèle. J'ai pris beaucoup cet exemple de Lemlist parce que j'avais reçu du coup Guillaume Moubèche il y a quelques épisodes aussi, dans les 15 premiers épisodes du podcast. Et au final, je trouve beaucoup de parallèles où justement c'était son sujet lui de l'épisode de pourquoi le dirigeant doit prendre la parole, tu vois, et créer du contenu et justement faire ce travail-là aussi en partage d'expertise et puis pour montrer la voie aussi aux employés. Et au final, on retrouve beaucoup de similarités avec ton approche du contenu que j'aime beaucoup, quoi. C'est vrai que ça dépend beaucoup de ton persona. Mm.
Et quand il y a un sens à ce que le dirigeant parle aux autres dirigeants, ben, il faut le faire. Et c'est très souvent le cas quand même. Bah oui, forcément, hein, toi tu l'as bien dit quand quand t'as créé l'entreprise, normalement si tu as identifié un besoin, c'est parce que tu as quand même une certaine expertise du sujet. Et donc forcément, à la base, t'es la meilleure personne, on va dire, en tout cas, pour en parler dans un premier temps à ta cible, quoi. Ouais, non, complètement. Top, écoute, bah merci pour tout ce partage-là, ces bonnes pratiques. Je veux dire, comme on prend le café entre nous, j'en profite pour t'arracher une petite confidence. On parle de bonnes pratiques, on parle de stratégies qui marchent, de choses qu'on fait bien, mais la vie de marketeur et donc de président, en l'occurrence, c'est jamais tout rose. Rapidement, c'est quoi tes 3 gros challenges du moment? Tu veux les challenges du moment ou bien des choses qui ont moins bien marché sur justement ce dont on échange? Alors, bah écoute, donne-moi un ou deux trucs qui ont moins marché et un challenge que tu as besoin de relever là. Ok. Sur, eh ben tiens, je vais faire un peu les deux en même temps. Parce que donc sur ce qui a moins bien marché, c'est effectivement de faire comprendre aussi que nous, on travaille à l'amélioration de la communication, qu'on essaye d'être au maximum, mais ça ne veut pas dire non plus que on n'est pas une entreprise structurée avec de l'exigence. Et c'est un peu la différence entre la vie au travail qu'on a eue et puis un petit peu un côté où aller Club Med dans l'entreprise. Et c'est là où il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis, non, mais comme je te disais aussi, j'ai partagé un des biais qui était le persona, de se rappeler que justement notre exigence, et c'est en lien, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire des conseils qui sont trop éloignés de la réalité. Parce que quand on a des gens qui travaillent à l'usine, qui font les 3-8, et que tu vas leur dire, tiens, vous pourriez faire pour la galette des rois un truc comme ça, ils te regardent en disant, mais tu connais pas forcément mon quotidien. Mmh. Donc ça, il a fallu, et presque, on a envoyé les équipes sur le terrain pour dire, voyez la réalité. Et OK. ça, c'était important. Et toujours dans cette dimension un petit peu culturelle, dans le prolongement de ça, le challenge le plus important qui existe en ce moment pour nous, c'est la transformation d'une entreprise qui est locale, qui était française locale, en une entreprise qui est globale et avec une langue anglaise. Mmh. Et donc ça joue beaucoup parce que quand ton cœur métier, c'est la communication, que tu veux être très transparent, des fois trop, ça c'est un autre biais, c'est-à-dire que des fois trop transparent, et bien là maintenant de switcher en anglais, de switcher sur de la communication avec des personnes 100% en télétravail, bien c'est ce qui nous anime pour continuer la même culture d'entreprise, mais la changer un petit peu. OK, ouais, donc le développement international, de toute façon, c'est un gros sujet, hein, à chaque fois. Enfin, des marketeurs qui sont passés sur le podcast, il y en a quelques-uns qui l'ont évoqué aussi. Et j'allais dire, je reviens du coup sur ce que tu disais par rapport à ne pas oublier la réalité du terrain et les personas. C'est quelque chose que tu as expérimenté, on va dire, à la dure. Un jour, vous avez quelqu'un qui vous a dit, non, mais ça, c'est pas mon quotidien, là, arrêtez. Mais tout le temps, tout Ouais, le temps. Non, mais c'est des rappels à l'ordre tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir grandi un peu dans la grande distribution. ouais. Et donc, je connais vraiment le monde de la grande distribution, le monde des personnes qui n'est pas connecté. Quand tu intègres des profils plus juniors, qui n'ont pas forcément cette connaissance, eh bien, il faut vraiment presque les mettre en stage de découverte, soit avec les équipes CSM, soit encore mieux chez les clients. Mmh. Et donc, c'est ce qu'on fait, on les envoie pour qu'ils se rendent compte de la réalité. Ok, c'est super intéressant ça. Ça, c'est très, très important. Et c'est d'ailleurs un conseil, l'empathie auprès du persona, c'est le plus important. Moi, de toute façon, j'en ai dit, à la fin, c'est ça le marketing, hein. C'est de l'empathie, hein, c'est être capable de ressentir les problèmes de sa cible et c'est son intérêt, quoi. Et les anticiper en plus. Ouais. Ouais. Exactement. Trop cool. Et ben écoute, merci encore une fois pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, si tu devais retenir une chose de ce qu'on s'est dit, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant? Le, le conseil, je pense que c'est l'alignement. Vraiment, au marketing, on doit faire en sorte qu'il y ait un alignement. Alors souvent, on pense à un alignement entre l'acquisition, les SDR, la vente, qu'on s'assure cet alignement-là, mais prolonger cet alignement en interne. Certains vont se dire, mais c'est pas mon territoire. Mais si, faites en sorte que justement, ce territoire, il couvre vraiment l'interne, et éduquer les devs et éduquer les équipes sur cet alignement. Ne soyez pas le cordonnier le plus mal chaussé. Je pense que c'est une très mauvaise expression.
Et moi, quand je vois des agences de communication ou autres qui savent pas communiquer, bah, c'est fini, c'est terminé. Fais pas sérieux, ouais. Ouais. Carrément. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Jean-Baptiste. Si jamais il y a des questions pour toi, on peut te retrouver dans quel coin? Sur LinkedIn, n'hésitez Ouais. pas. Et si jamais vous voulez m'ajouter, écrivez un petit message en mode je t'ai entendu ici et je viens discuter de ça. Donc ça aide. Parce que j'ai quelques invitations qui restent à accepter ou non en fonction des messages justement. Ouais, ça marche. Bah écoute, tu vois, c'est un bon truc à savoir. Donc si vous voulez prospecter Jean-Baptiste, mettez une note. Parce que ça, c'est un gros débat Ah dans la oui. communauté. Ouais, Et ben effectivement. maintenant je suis team note. Avant j'étais team pas note, mais à force d'en recevoir, bah, ouais. Carrément. Quand c'est contextualisé, c'est que c'est bien fait, c'est sûr que c'est mieux. Ouais, ouais. Écoute, ben merci beaucoup, encore une fois, d'être passé sur le podcast. C'était un plaisir d'échanger sur tous ces sujets avec toi. Et ben du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée maintenant. Ben, merci Axel. Bonne journée. Salut Jean-Baptiste. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.